Accord, désaccord avec Renaud Blanc. Et surtout avec Bruno Roger Petit et André Berkoff. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors je me disais hier matin, tiens, quel sujet je vais trouver pour André et Bruno pour éviter de refaire la même chose que mardi. Et puis voilà, est arrivé Le Monde et cette tribune de Martine Aubry. Elle fait tout exploser, Martine Aubry, là, avec cette tribune. C'est l'explosion du Parti Socialiste ou pas, comme on l'entend depuis 24 heures. Bruno, vous allez essayer de tempérer, je pense. Non, enfin d'abord la première nouvelle, c'est enfin une tribune dans Le Monde fait parler d'elle, parce que ces derniers temps, la tribune dans Le Monde n'était plus devenue un objet de communication qui fait parler. Et là, ça y est, on renoue avec cette tradition. Je pense que ce sera limité à cette affaire-là, parce que la veille, il y avait la pétition des artistes et des intellectuels pour la jungle de Calais, et tout le monde s'en foutait grosso modo. Enfin, je ferme la parenthèse. Comment vous dire ? On vous présente la chose comme s'il s'agissait d'une opposition tranchée entre d'un côté François Hollande, Manuel Valls, et puis d'un côté Martine Aubry, Christian Paul et les Frondeurs. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que depuis le départ dans cette affaire de gestion interne des relations entre socialistes, François Hollande n'en fait pas la synthèse, j'ai horreur de ce prêt-à-penser journalistique, mais en tout cas s'applique à se servir de l'un comme de l'autre par rapport à l'un et l'autre. Par exemple, au dernier congrès de Poitiers, Martine Aubry avait choisi de signer la motion Cambadélis. Voilà, tout le monde s'était dit, mais pourquoi Martine Aubry, qui est de fait la figure de proue des frondeurs, va-t-elle soutenir la motion Cambadélis contre ses amis frondeurs? Mais parce qu'on lui avait expliqué habilement, tu sais Martine, si tu ne soutiens pas Cambadélis, c'est Manuel Valls qui va rafler la mise. Donc vaut mieux que tu sois avec que dehors. Bon, là c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que indirectement, je crois que faire l'analyse que cela nuit de la même façon, à l'identique au tandem Hollande-Valls, cette affaire de tribune de Martine Aubry, c'est faire un contresens. Je pense que ça nuit à Manuel Valls, ça le rejette définitivement aux marges de droite du Parti Socialiste. Je pense qu'en revanche, François Hollande peut en tirer profit dans la mesure où ça le met une fois de plus en position jupitérienne par rapport à Valls. Alors on va développer tout cela, on va bien sûr entendre André Berkoff, l'avis d'André Berkoff. Juste avant de rentrer dans le détail, André, quand vous avez vu cette tribune dans Le Monde, vous vous êtes dit quoi tout de suite? Votre première réaction? Écoutez, première réaction, franchement, moi je n'ai pas de réaction à chaud, je regarde l'histoire, oui. C'est beaucoup plus intéressant, et je dis que la digne fille de son père. Vous savez, il faut rappeler que la première annonce de la pause dans les réformes a été proclamée en 82, et non pas 83, le grand tournant, par Jacques Delors, qui disait « arrêtons les frais, arrêtons ». Et aujourd'hui, le contraire, c'est Madame Aubry qui dit trop c'est trop. Moi je crois, si on prend un tout petit peu de recul, moi je pense en fait que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que toute la stratégie de Hollande qu'a bien exposé Bruno, qui consiste à dire je suis toujours le premier secrétaire du Parti Socialiste et je m'amuse entre les courants, parce que c'est ça qu'il a fait depuis qu'il est à l'Élysée, eh bien ça marche plus. Ça ne marche plus, non pas que c'est l'explosion, mais c'est simplement la constellation d'un État que, effectivement, aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. On est à un peu plus d'un an, de la présidentielle, et on voit très bien que ça ne peut plus marcher. Les morceaux ne peuvent plus se raccommoder. Ils ne vont pas faire de rupture, ils ne vont pas exploser, mais les camps sont tranchés. Alors que ce soit des histoires entre Valls et Hollande, c'est possible, mais le problème, c'est que la stratégie de Hollande, qui consiste à chaque fois à faire le bonneteau, le culbuto entre les tendances, ça ne marche plus. On va écouter Martine Aubry, elle était sur RTL ce matin, elle est opposée à la loi El Khomri, elle demande un débat, on l'écoute. Je crois réellement que la loi El Khomri tourne complètement le dos à cela, alors qu'il y a des réponses modernes pour prendre en compte le nouvel environnement économique et les nouvelles aspirations aussi des salariés. Je le dis simplement, cette loi n'est pas une loi de gauche. J'aime pas les anathèmes, je veux le débat de fond. Et ce que je demande aujourd'hui au gouvernement, c'est d'accepter la démocratie. Alors, cette loi n'est pas une loi de gauche. J'ai eu Axel Kahn au téléphone à 7h50 sur Radio Classique. Il le dit aussi, finalement, il y a aujourd'hui deux gauches en France. Et c'est cette tribune, elle semble, donner raison. Oui, mais là, on les voit véritablement. Jusqu'à présent, on avait le sentiment qu'elle n'osait pas trop s'affronter aussi. Voilà. Et d'un seul coup, là, on a deux gauches vraiment bien distinctes. Valls d'un côté, Aubry de l'autre. Alors c'est peut-être un résumé un peu vite, Bruno, ou pas? Vous avez, en vérité, vous avez 4 gauches. 4, d'accord. Vous avez l'extrême gauche traditionnelle, trotskiste, divisée en multiples chapelles. Vous avez la gauche de la gauche,
Mélenchon, le Parti communiste, qui est elle-même en voie de fracture. Qui est elle-même, voilà. Voilà, puisque le Parti communiste et Mélenchon, enfin, c'est plus grand amour. Et vous avez effectivement aujourd'hui, à l'intérieur du Parti socialiste, une aile gauche et une aile droite, et puis au milieu un Marais qui regarde ça en se demandant où tout cela va les mener. Voilà, c'est ça la réalité de la situation. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit, encore, je vais le répéter, ce qu'a dit Manuel Valls la semaine dernière à Corbeil-Essonnes, parce que ça c'est structurant. Il dit aujourd'hui il y a des gauches qui sont irréconciliables. C'est une rupture avec tout ce qui avait été construit par les socialistes depuis 1971 et Pinay Mitterrand. C'est-à-dire quand bien même il y a des dirigeants politiques qui représentent des électeurs de gauche de manière insensée, c'est comme ça que Mitterrand parlait des communistes en 81, ce sont des insensés, on continuait de s'adresser à ses électeurs. Là, quand Manuel Valls dit il y a deux gauches irréconciliables, en gros, la gauche du gouvernement, ça c'est le clivage de Valls, et puis une gauche qui se complaît dans l'opposition permanente parce qu'elle aspire à un idéal de pureté qui la pousse à s'éloigner en permanence du pouvoir, quand vous dites aussi, non seulement je veux pas les représentants de cette gauche, mais j'ai pas besoin de leurs électeurs. Et les électeurs qui m'aideront à constituer une majorité, j'irai les chercher ailleurs demain. C'est ça que fait Manuel Valls. Et c'est là où il y a un problème avec Hollande. C'est que la substitution de stratégie politique type troisième force que propose Valls, pardon d'être universitaire, mais ce matin ça compte, ça vient heurter de plein fouet le pauvre premier tour de présidentiel que Hollande doit bâtir, où lui doit encore continuer à s'adresser aux électeurs de gauche. Oui, André, juste je donne tout de suite la parole. C'est vrai qu'en plus il y a cette image terrible, c'est que François Hollande est à des milliers de kilomètres en Argentine, en Uruguay, avec un avion qui est en panne. Ça donne une image de l'exécutif qui est assez terrible, André. Oui, enfin, laissons Tahiti, Papette et les 150. Ah, il est en Argentine et bientôt. Oui, c'est au Pérou que l'avion est en panne. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était Verdun d'un côté et Tahiti de l'autre. Ça m'amusait bien. Enfin, si l'on peut dire. Non, moi je crois, si vous voulez, que ce dont on assiste au-delà des gauches et des droites, c'est le fracas aussi sur les terrifiants pépins de la réalité dont parlait le poète Jacques Prévert. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, Valls, en 2009, il signait une rubrique dans Technicart où il disait « Le socialisme, pour moi, c'est une prison. Le mot socialisme, il faut l'éliminer. » C'est déjà là en 2009, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, il le disait à l'époque. Ce qu'il y a, c'est que Valls est en train, effectivement, d'acter une rupture, que Hollande, en fait, a aussi acté, mais lui, dans son ADN, il ne peut pas le dire. Et c'est pour ça que, moi je persiste et je signe, je vous avais dit l'autre fois, Hollande ne se représentera pas en 2017, parce que la force de la contradiction aujourd'hui, justement, elle éclate. Et c'est fini, ça ne marche plus. C'est-à-dire que Valls va chercher des voix à droite. Vous savez, ce matin, il y avait, dans une radio concurrente, il y avait Christian Paul des Frondeurs, qui disait, mais alors écoutez, si la loi est admise avec une majorité, ah ben justement, si c'est une majorité de droite, elle n'est pas de gauche. Mais attendez, est-ce que la pluie est de gauche? Est-ce que les rochers sont de gauche? Est-ce que le soleil est de gauche? Il faut arrêter. Ça ne marche plus. C'est ça le problème. Et ils se heurtent tous à cette espèce de contradiction, à droite aussi d'ailleurs. Pourquoi la droite s'écaille et s'explose? De la même façon que la gauche. C'est la même chose. On va continuer d'écouter Martine Aubry, toujours sur RTL. Elle parle de la primaire socialiste. On l'écoute, elle n'est pas candidate. Ce n'est pas du tout mon projet, je le dis très simplement. Mon projet, c'est d'aider la gauche à réussir. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans. J'ai dit, ce n'est pas mon projet. Voilà, c'est clair. Bon. Donc, mais pour réussir demain, et moi je souhaite qu'un homme ou une femme de gauche réussisse demain, il faut régler le présent, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des belles initiatives dans le pays pour pouvoir proposer un projet aux Français, un projet de gauche, mais un projet qui prend en compte les réalités aujourd'hui du monde. Alors on comprend pas. Enfin, on comprend bien sûr la tribune de Martine Aubry. On voit pas toujours où elle veut en venir. Bruno, est-ce que vous pouvez essayer de décortiquer ce que souhaitent, au prochain coup finalement, les 19 signataires? Voilà, coup de gueule, et ensuite hors-jeu Valls, hors-jeu Hollande, primaire, autre candidat. Cette tribune de Martine Aubry, il faut quand même rappeler aussi que parmi les signataires, il y a Daniel Cohn-Bendit. Oui. Voilà, celui dont Mitterrand disait c'est un zozo. Parce que quand Mitterrand parlait des 68 arts et de cette gauche-là, il disait toujours ce sont des gens qui cassent tout mais qui ne construisent rien. Bon, Martine Aubry, aujourd'hui, elle signe une tribune avec ce que Mitterrand qualifiait de zozo. Et effectivement, vous avez raison. Elle nous parle, il faut faire un projet. Projet de quoi? Sachant que elle-même s'est dérobée à toutes les propositions d'entrer au gouvernement, de faire, d'agir qu'elle revendique aujourd'hui, quand François Hollande lui a éventuellement tendu la main. Oui, c'était logique finalement qu'elle refuse de rentrer au gouvernement avec ce type de tribune. Non, parce que encore, alors là pour le coup, on rejoint l'analyse de Valls. Vous avez une gauche qui se complaît dans la pureté oppositionnelle. Voilà. Et qui n'a pas compris et qui refuse de comprendre. Alors là, on le retrouve aussi toute la logique de la Ve République.
Un projet, ça fait pas le bon candidat. La Ve République, c'est ce que Mitterrand... Lisez le livre de Georges-Marc Benamou, il y a tout dedans. Le dernier livre de Georges-Marc Benamou qui s'appelle Dites-leur que je ne suis pas le diable, où il revient sur ses conversations avec Mitterrand. Et il y en a une où Mitterrand dit, pour que la gauche gagne, il faut 2 choses. L'homme qui incarne l'espoir, et 2, le fait qu'on s'adresse, alors en ça Aubry a raison, aux démunis, aux salariés, à ceux qui souffrent, aux travailleurs. Voilà, ce sont les 2 conditions de la victoire de la gauche. Alors, dites-vous pourquoi les démunis, les salariés, ceux qui souffrent et les travailleurs votent en majorité pour le Front National. Voilà encore quelque chose à méditer. Ou s'abstiennent. Enfin, c'est quand même pas mal. Non, ils sont pas mal au Front National. Ouais. Non, mais je crois que c'est ça le problème. Et on voit très bien la question que vous posiez. Mais Martine Aubry, si elle avait une once de cohérence, elle se présenterait. Bah oui. Un projet, c'est une incarnation. En France, un homme et un peuple, c'est comme ça, c'est la Ve République. On peut le déplorer ou s'en réjouir, c'est un autre problème. Si elle est là, elle dit après, moi je ne me présente pas. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est quand même intéressant les ADN, le père, le papa qui expose en décembre 94 le programme présidentiel, mais il dit, je ne me représenterai pas parce que je n'aurai pas la majorité à l'Assemblée. C'est-à-dire que vous avez des gens, aujourd'hui, 30 ans après ou 20 ans après, qui continuent à dire, oui, je ne suis pas d'accord, je veux un truc de gauche. Très bien. On dit très bien, Martine Aubry. Allez-y, présentez-vous. Il y a un boulevard, ou en tout cas, il y a une voie. Allez-y. Ah non, c'est pas le problème. Qu'est-ce que c'est pas le problème? C'est le problème dans le système dans lequel on vit. Et c'est là où je crois que, effectivement, quand vous dites cette tribune, je crois que ça va être, je ne dis pas une quantité négligente d'importance nulle, mais je veux dire que ça ne va rien régler, parce que ces gens-là sont jusqu'à présent incapables de vraiment s'organiser autour de quelqu'un. Et tant que ce sera ça, d'ailleurs, Martine Aubry, je en donne la preuve, puisque quand elle a l'occasion de porter une motion différente pendant un congrès, pour des raisons de manœuvre, elle décide de se rallier à la majorité. Vous voyez, elle est elle-même enfermée dans des contradictions entre ce qu'elle dit, penser, et puis ce qu'elle fait réellement, qui montre qu'il y a un problème. Avant de parler de Manuel Valls, qui dit qu'il ira jusqu'au bout sur la loi El Khomri, qui a l'air presque content de cette tribune, un mot sur Jean-Christophe Cambadélis. Silence radio, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui le premier secrétaire du Parti Socialiste? Jean-Christophe Cambadélis, il travaille en étroite collaboration avec François Hollande. Donc, quand vous le verrez parler, vous saurez grosso modo ce qu'il a décidé avec François Hollande. Visiblement, pour le moment, rien n'a été décidé. André, sur ce silence écoutez, du camarade Cambadélis. Le problème de Cambadélis, personne ne peut lui reprocher une habileté manœuvrière, fruit de plusieurs années, d'abord chez les trotskistes, ensuite chez les socialistes, de ce point de vue. Et à ce qu'il faut, effectivement, pour le moment, il ne peut rien dire, mais surtout, parce que ça, en revanche, c'est une réalité, la fracture, elle va être là. Et la fracture, non pas 4, comme disait Bruno, ou 2 ou autres, mais à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a incontestablement des gens qui vont dire 2 choses. Ils vont dire, est-ce que on est parti en 2017 pour une catastrophe, et donc aux législatives aussi, donc on fait l'impasse, parce que c'est ça aussi, ils pensent aussi à leur circonscription, ou alors on se réunit et comment? Et effectivement, ils sont aujourd'hui dans le marigot, où encore le vieux n'est pas mort et le jeune n'est pas né. Et vous avez cette espèce de marigot, où les jeunes ne sont pas nés. On peut imaginer 2 candidats socialistes à l'élection de 2017, comme on avait eu 2 candidats du même parti, le RPR, en 95 ? Écoutez, si je suis bien informé, enfin je l'espère, François Hollande a décidé d'attendre le résultat de la primaire Les Républicains, donc le nom de l'adversaire éventuel, pour annoncer s'il sollicite un second mandat ou pas. Il va essayer de tenir jusque-là. Ça va être compliqué, mais il peut le faire. C'est quand même de plus en plus compliqué, là. Ça va être compliqué, mais il peut le faire. Quand même. Oui, mais c'est Jupiter. Donc, mais les institutions le permettent. Où, Jupiter ne doit pas être seulement Harry Potter, il doit être aussi Jupiter. Et donc, il va attendre décembre. Ensuite, à partir de là, soit il est candidat, soit il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, statut du Parti Socialiste, il y aura une primaire du Parti Socialiste et des radicaux de gauche et d'éventuels écologistes qui aimeraient y participer. Et à ce moment-là, on verra qui sera candidat. Si j'en crois les bruits qui courent ici et là, évidemment, Manuel Valls ne pourrait être que candidat, de même qu'Emmanuel Macron. Qui, dit-on, se prépare. Manuel Valls, qui est droit dans ses bottes, si je puis dire, et qui multiplie, j'allais presque dire, les provocations. Vous êtes étonné ou pas?
Mais André rappelait tout à l'heure l'interview de Technicart, mais on pourrait rappeler aussi qu'en 2010, il a fait un livre où il était interviewé par Claude Askolovitch, où il disait déjà tout ce qu'il dit aujourd'hui en vérité, que le Parti socialiste en l'état c'est fini, que le socialisme doit être repensé, que grosso modo le Parti socialiste doit muter en une forme de parti démocrate à l'américaine attrape-tout, pour les classes moyennes, populaires, voire de droite sympathique. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, en vérité, était déjà contenu en germe dans ce qu'il disait et les analyses qu'il faisait dans les années 2009-2010, quand Martine Aubry, souvenez-vous, lui écrivait pour lui dire, Manuel, soit tu n'es plus socialiste et tu t'en vas, soit tu es socialiste et tu restes. Et André, en 10 secondes. Oui, en fait, et c'est très simple, et on voit très 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 bien ce qui se dessine, c'est que Valls joue effectivement son va-tout et va le jouer là, pas en 2022, mais en 2017, et il se dit qu'un certain nombre de centristes, qu'un certain nombre de gens de centre-gauche et compagnie, au lieu de rejoindre Juppé, pourront tout à fait aller chez Valls. C'est-à-dire qu'il a là un espèce de pari qui n'est pas un pari, si vous voulez, seulement stratégique, mais qui est un pari, voilà, sur l'avenir. Et je crois que l'avenir va décider assez vite. Bruno, 5 secondes. Oui, 5 secondes. Pour vous dire qu'en vérité, il doit y avoir un petit souci écollant. Hier, Manuel Valls a reçu quelques journalistes pour leur expliquer que tout allait bien avec le président de la République. C'est normal. Écoutez, voilà, on est rassurés. Accord des accords. Bruno Roger Petit, André Berkoff, 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, on file à la Bourse de Paris.